Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous dans l'émission de Brise d'été depuis la station régionale de Ouargla. On aura plusieurs sujets en cette matinée. On parlera de l'accompagnement de l'enfant durant les vacances avec le professeur-chercheur Madame Nadia Boudief. On passe ensuite au tourisme et on parlera du potentiel touristique avec Monsieur Chaib Kamal. On aura aussi de l'art avec Abbas, qui va un petit peu nous parler de sa passion pour l'art, pour la musique. Mais comme à nos habitudes, on commence avec une chanson et on se retrouve juste après. السغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زرعي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس أقول لنا اتجاه الهمة تصندس فيهن جنت جلتي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلاد النخيل مطافس فالسند يلا بيتلام تنريموها بتنوانتي سيستولام جنات انت سكالي ترهنت الزغمانين جنات انت سكالين ترهنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي يحفظك لينا نكنك وتننا تسنز انا راه من الطاف سفوسيا نمدعت جانت ديننا انت دغن وانا الطاف سلعات مكسوطة سينجا جانتك لنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ خمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تيزارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وديان اسوار ومسند سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهاني مغارن دليا اظن Bladi Zina, une très très belle chanson. Et maintenant avec nous, Madame Nadia Boudief. Bonjour à vous, Madame Nadia. Bonjour, Farhat. Bienvenue parmi nous. Je vous remercie et je salue les téléspectateurs qui nous regardent et je leur dis un bon et beau bonjour. Merci à vous. De Ouargla. Oui, merci à vous. Donc aujourd'hui, vous allez un petit peu nous parler de l'accompagnement de l'enfant durant cette période estivale. Oui. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter mes remerciements pour toute l'équipe chargée de cette émission, Oui, le directeur de la station de Ouargla, et aussi à toi personnellement, à vous, Farhat Mouzaoui, et pour cette invitation. Je voudrais aussi souligner aussi et remercier toute l'équipe de régie qui est là à veiller et à travailler pour le bon déroulement de cette émission. Merci à vous déjà d'avoir accepté notre invitation. Je le fais avec un grand plaisir et j'espère pouvoir donner le maximum d'informations
pour les parents et pour les personnes qui s'intéressent au thème de l'accompagnement des enfants. Des enfants, surtout en cette période estivale. Donc, on trouve des parents qui ils savent pas les activités que doit avoir un parent envers ses enfants. Donc, en tant que spécialiste, comment les parents doivent-ils accompagner leur enfant durant les vacances? Oui, justement. Mais si vous me permettez, on va un petit peu parler de... durant les vacances, bon, l'école est terminée, donc les parents, ils sont là, ils sont là à chercher, à penser comment faire, quoi faire avec leurs enfants. Et là, personnellement, j'ai observé 3 types de comportements chez les parents. Eh bien, le premier type, c'est les parents qui sont là, qui sont à cheval, qui sont bonjour le stress, il n'y a plus de cours, donc c'est les parents qui sont à la quête, à la recherche constante des activités pour leurs enfants, au point où ils excellent, c'est dans l'excès. Et cela a des répercussions très mauvaises sur le développement de l'enfant et aussi pour lui donner l'opportunité d'avoir un moment de répit, un moment de plaisir, un moment de se ressourcer aussi. Et de revenir à l'école au début d'année avec une énergie très très positive, avec un plaisir de retrouver l'école et pas l'inverse. Oui. Donc ce type de comportement chez les parents, ils inscrivent leurs enfants pour des cours de soutien scolaire, d'apprentissage du Coran, de plusieurs activités qui, en fin de compte, ce sont des activités scolaires. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir et essayer de trouver une solution différente. Le deuxième type, c'est des parents qui sont... c'est les vacances, les enfants font ce qu'ils veulent, et puis le papa et la maman, ils ont la paix. L'essentiel, c'est la liberté totale. Oui, absolue. Il n'y a aucune activité, il n'y a aucune organisation. Et ça aussi, c'est dans l'excès. Le troisième type, c'est des parents qui sont un peu plus réfléchis et qui sont à l'écoute des besoins de leurs enfants. Et en fin de compte, ils choisissent la bonne activité et ils font tout pour avoir et passer des vacances agréables et fructueuses aussi. On peut passer de bonnes vacances, mais aussi apprendre des choses et dans l'ambiance de plaisir et d'aisance pour nos enfants et pour nous-mêmes. Oui. Et le troisième type des parents? C'est le meilleur, je pense. C'est ceux qui sont réfléchis et qui savent ce qu'ils font. Alors, ils écoutent leurs enfants, ils voient ce que l'enfant peut faire et comment il peut le faire et aussi comment le parent peut le faire. Parce que inscrire son enfant pour faire une activité et passer la demi-journée en route pour arriver à l'endroit inscrit et revenir aussi, ça va provoquer beaucoup de stress chez les parents. Donc le plaisir n'y est plus. L'enfant va ressentir ces contraintes chez les parents parce qu'ils vont l'exprimer, qu'ils le veuillent ou non, ils vont l'exprimer avec leur comportement non verbal. Oui. Et ça va véhiculer une atmosphère, une énergie négative qui ne va pas favoriser le plaisir d'être en vacances. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que la solution est d'équilibrer entre les deux? Équilibré entre deux. Parce qu'on ne doit pas oublier quand même qu'il faudrait un petit peu voir les naqais durant l'année scolaire. Donc on doit faire un petit peu attention et on doit donner le repos à l'enfant. Justement, là, c'est une question très très pertinente et qui suscite beaucoup de réflexions. Mais en tant que spécialiste, je conseille les parents de laisser les enfants se reposer, ne pas aller vers les activités scolaires. Oui. Pourquoi? Parce que très très simplement, il ne faut pas aller vers l'excès.
إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire en excès, il va se retourner, ça va être le revers de la médaille et il va revenir vraiment dans un effet de boomerang et nous allons vraiment souffrir en tant que parents. Oui. Il faut lui donner, chaque situation nécessite un comportement spécifique. Et là, on parle de vacances. Il n'y a pas de contrainte, mais il ne faut pas que ce soit aussi le laisser-faire. Oui. Et là, tout à l'heure, on va donner vraiment des points précis comme conseil pour accompagner les parents. Il faudrait aussi savoir que quand l'enfant, quand il est pendant l'année scolaire, il est obligé de suivre un programme, de faire des devoirs, de se lever très tôt. Ce qui implique, c'est des contraintes, c'est des obligations. Donc le côté plaisir, il est très très diminué. Oui. Et l'enfant se retrouve avec des réactions négatif vis-à-vis de l'apprentissage. Oui. Il va détester l'école, il va détester l'enseignant, il va détester tout ce qui est en relation avec l'apprentissage. Et en fin de compte, ce n'est pas bien. On est en train de forcer l'enfant à faire des choses et sans lui donner de répit. Oui. Alors, il y a les vacances. C'est des moments où on doit les utiliser pour lui donner, pour qu'il souffle, très simplement en fait, dit. il y a aussi des parents qui ne font pas la différence entre les vacances et l'année scolaire. On trouve que les vacances, c'est comme si c'était une année scolaire, mais un petit peu accélérée. Voilà. Rattrapage. Voilà, c'est pour utiliser voilà. séance de rattrapage. Voilà. C'est 2 mois de rattrapage. Non, fait. eh bien non, il ne faut pas faire ça. Oui. Il faut changer d'activité, il faut voir ce que votre enfant aime et ce qu'il aussi aimer une chose et pouvoir la faire, c'est 2 choses différentes. Oui. Choisir l'endroit où est-ce que notre enfant va aller pour faire ses activités. Est-ce que l'animateur, est-ce que celui chargé a les compétences requises pour accompagner mon enfant et pour ne pas lui rajouter encore source de stress supplémentaire qui ne va pas l'aider pour sa quête de récupération et ressourcement côté énergétique. C'est vrai. En fait, et même cette pandémie Covid-19 a un petit peu bousculé l'enfant. Il n'arrive pas vraiment à avoir un équilibre dans la scolarité. Exactement. Oui. Et ça, c'est une question qui est très, très importante à traiter. Pourquoi? Parce que la période de la pandémie, elle a, si j'ose dire, elle a restructuré la façon de vie des individus et de la société et de la famille, bien sûr. Alors, il y avait un régime, il y avait se lever dans telle heure, partir à l'école, avoir ses devoirs. Tout ça, ce rythme, il a été cassé et il a été détruit pour vivre un autre modèle que les parents n'ont pas. L'expérience de gestion, la maison à l'école, ce n'est pas quelque chose de facile. Comment gérer le moment de travail, le moment de repos, comment donner cette volonté, cette envie de travailler à l'école, parce que l'école, c'est synonyme d'endroit où on est discipliné, on suit les règles, on fait. Mais la maison, non. La maison, c'est faire ce que tu veux, tu bouges comme tu veux, je peux ne pas le faire, je suis là, je me lève, je vais manger, je sors et tout ça. Donc, faire le point avec ces 2 mondes dans un laps de temps très court, enfin court par rapport à notre vie, bien sûr. 7 mois, c'est pas court, mais par rapport à tout ce qu'on a été conditionné dans notre vie à suivre par le régime à l'école. Donc les parents, ils étaient en désarroi
ils étaient perdus. Il n'y a pas eu, même nous, en tant que spécialistes, je ne vous cache pas, que cette période-là nous a vraiment changé. Et elle a changé la vision de comment, de beaucoup de points à revoir. C'est vrai. Donc, on va faire une petite pause et on revient juste après. On a vu cette danse folklorique. Pour faire une petite pause. Oui, elle est très belle. Donc maintenant, on va parler un petit peu des conseils qu'on peut donner aux parents durant cette période estivale, des activités qui peuvent à faire, à proposer, voilà, à proposer avec les enfants. Donc, comment doit-on accompagner nos enfants durant cette période? Oui, c'est la question cruciale qui a été qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comment faire? Je suis parent, j'ai des enfants, c'est les vacances, que dois-je faire? Ça, on va essayer de vous donner quelques indices qui pourront vous aider à voir mieux clair, à éclaircir vos idées concernant comment agir avec nos enfants. Oui. Bien sûr, pendant les vacances. Premièrement, c'est un principe qui ne va pas uniquement pour les vacances, mais en général. C'est le programme. C'est vrai que peut-être ceux qui vont voir cette émission, ils vont dire quand même, encore le programme. Mais si, il faudrait veiller à avoir un planning qui est conçu, pas par les parents, mais par les enfants eux-mêmes. On va dire, viens mon fils, aujourd'hui on va discuter, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine, on peut élaborer pour la journée, donc la matinée, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais avoir un peu de grasse matinée, ensuite je vais me lever, je vais faire un peu de lecture, je vais faire ceci. Donc c'est très important d'avoir un programme. Il ne faut pas laisser vos enfants sans programme. Pourquoi? Parce que déjà, leur conception de la vie doit être basée sur que chaque laps de temps est important dans notre vie. Et là, je dis toujours aux étudiants, quand je fais les conférences, je leur dis, écoutez, le bon Dieu, avec sa miséricorde et son grand, c'est majestueux, et il nous a imposé le temps. La prière, c'est dans les temps, le jeûne, le hajj, tout est bien calculé avec la seconde près. Et là, il pouvait nous dire, bon, tu te lèves, tu fais ce que tu veux, tu fais tes 5 prières, tu les fais quand tu veux. Mais non, il nous a donné la prière avec son temps, comment et quand la faire, ce qui veut dire que le temps n'est pas quelque chose qu'on doit dépenser sans... d'une façon où on n'a pas de résultat, on n'a pas de fruits. Même quand l'enfant joue, il doit jouer avec un objectif. Apprendre à travers le jeu. Il y a beaucoup de parents qui considèrent jouer, c'est le laisser faire. Bon, je peux lui laisser un moment où
sans donner d'observation, sans intervenir. Là, c'est le jeu libre. Oui. Il fait ce qu'il veut. Il peut même faire la peinture libre, il peut faire du dessin libre, tout ce qui est sans essayer de gérer. Parce qu'il y a un terme que les parents utilisent beaucoup, même les enseignants, où il y a c'est contrôler. On ne parle plus de contrôle des enfants, on parle de guider, orienter, accompagner. D'ailleurs, parlant de l'accompagnement de l'enfant, vous avez écrit un livre, Tarbiya, Minhaj Tarbiya wa Tahdhiriya, donc qui parle un petit peu de qu'est-ce que faire et comment faire avec l'enfant, c'est ça? Oui. Parlez-nous un petit peu de ce livre. Donc c'est un livre c'est un programme pour la crèche, pour Oui. l'âge préscolaire. Et c'est un travail qui nous a pris 15 ans de travail avec l'association L'Enfant Créateur de Ghardaïa. Oui. Et pour les thèmes, les matières, les activités de l'enfant dans le domaine préscolaire, tout ce qui est en relation avec le développement cognitif, psychomoteur, socio-émotionnel, linguistique et aussi artistique. Tout ça est contenu dans avec le planning, aussi des modèles de fiches techniques des séances. Oui. Donc on a essayé de présenter une expérience qui a donné beaucoup de résultats jusqu'à présent. Et on a même un guide Oui. où on peut évaluer l'enfant Oui. et évaluer ses C'est compétences. une grille d'évaluation, Oui. une grille d'observation plutôt. Oui. C'est un outil qui accompagne l'éducateur pour pouvoir voir l'évolution de l'enfant. Donc on doit faire une évaluation diagnostique auparavant et selon des critères précis et aussi en fin de formation, en fin de l'année, on va faire une comparaison où étaient situées les compétences de l'enfant Oui. dans tel ou tel point et où on retrouve l'enfant. Et à travers ça, on pourrait voir et déceler dès le début les anomalies et les problèmes et les difficultés qu'un enfant a et ensuite faire un programme adéquat avec cette prise en charge. Ça vous a pris 15 ans. Oui, de il y a recherche. aussi, si vous voulez bien, il y a le côté du livre, il y a les livres destinés aux enfants. Qui les autres livres. Oui, parce Oui. que c'est un programme de crèche. Donc on a pour deux paliers le Tahdhiri ou Tamhidi, donc c'est le 4-5 ans et 5-6 ans. Donc il y a les mathématiques, le hisab, il y a le qira'a, la lecture et il y a aussi takhtit, c'est l'écriture, c'est plus le côté des habilités psychomoteurs pour préparer l'enfant à pouvoir écrire correctement. Comme vous le savez, ce sont ces 4 grands volets qui préparent l'enfant à aller à l'école. En tout cas, professeur Nadia, Oui. merci pour toutes ces informations. On se retrouve, Inch'Allah, dans d'autres émissions pour un petit peu Inch'Allah. parler de l'enfant, de l'évolution de l'enfant. On vous remercie aussi d'avoir accepté notre invitation Avec encore une plaisir. fois. Ça nous a fait un plaisir. Donc, on va voir ensemble. Vous aimez le voyage? Énormément. Ah bon? Oui, j'attends qu'on réouvre les frontières pour ne pas Donc, on va s'arrêter. voir ensemble cette carte postale de Ouedsouf et on revient juste après avec Kamal Shaib. Au milieu d'une mer de dunes de sable, d'un jonc doré, après un long chemin sinueux, contournant une dune par-ci, une autre par-là, on trouve une ville aux apparences d'une cité des 1001 nuits.
Souvent appelée la ville des mille coupoles. À la voir, c'est un nom qui lui convient parfaitement. Toutes les constructions sont surmontées de coupoles, ce qui donne un style unique. Population très active, les habitants ont fait de ces espaces à première vue stériles et inhabitables, une zone à la fois agricole, commerciale et industrielle. Des palmeraies soigneusement entretenues et une agriculture maraîchère très variée. Avec une irrigation par pivot, des palmeraies à perte de vue et bien alignées. C'est un ensemble de figures géométriques à verdure permanente qui font de cet endroit un printemps à longueur d'année. Visiter El Oued, c'est la garantie d'un émerveillement total à l'arrivée. C'est toutes ces questions, comment est-ce possible? Au retour, c'est la conviction que la volonté et l'effort peuvent réaliser des miracles. Oued Souf, une magnifique ville. Et maintenant avec nous, Monsieur Chaïb Kamal. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà visité El Oued? Oui, j'ai visité El Oued. C'est la ville aux mille coupoles, oui. On l'appelle. Donc, c'est l'une des villes à caractère culturel, le paysage saharien. Normalement, c'est Isabella Aberhart qui a appelé... la ville aux mille coupoles. Oui. Oui. Donc, vous allez un petit peu nous parler du tourisme et comment on peut promouvoir le secteur touristique dans notre chère Algérie. Ça, c'est un sujet très vaste. Très vaste. Bien sûr, l'Algérie, c'est l'un des... D'ailleurs, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et c'est l'un des pays qui recèle le plus de potentialités culturelles et variétés de paysages. Alors pour promouvoir ça, c'est un grand problème parce qu'en matière de communication, déjà, malheureusement de le dire, en Algérie, on est très faible en matière de communication. Je fais toujours la comparaison entre l'Algérie, qui est un pays continent, qui est l'un des pays au monde qui recèle une variété, une richesse inestimable, j'allais dire, aussi bien qu'en paysage, qu'en culture, archéologie et d'autres. Donc, mais par rapport à l'activité touristique, on est très faible en comparaison avec la Tunisie ou avec le Maroc, qui n'ont même pas, j'allais dire, le dixième de ce qu'on a. Mais en matière de touristes, ils en reçoivent 100 fois plus. Ah, bien sûr. Et en matière d'économie, donc le tourisme, il contribue beaucoup plus que ce qu'il contribue en Algérie. Alors, comment promouvoir, c'est tout un ensemble de secteurs qui doivent s'y mettre parce que le tourisme, c'est une activité multisectorielle. Donc, il y a ce qu'on appelle le tourisme local, c'est-à-dire le marché national, comment le développer, parce que maintenant, après le Covid, et dans le Covid, ça nous a permis de voir que nous étions dans l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas su développer le tourisme national. Donc on peut dire qu'on doit commencer déjà par nous. Voilà, donc on doit déjà parer à cette lacune qui a duré des dizaines d'années depuis l'indépendance. Ce secteur était un peu marginalisé et de plus en plus il s'est rétréci. Il est allé vers d'autres pays comme la Tunisie, le Maroc, la Turquie, les destinations traditionnelles des Algériens. Mais maintenant avec le Covid, toutes ces destinations sont fermées alors qu'on a vu que voilà,
il y a l'Algérie. L'Algérie, elle a des grandes potentialités, oui. Il y a beaucoup de diversité, c'est des paysages sublimes, fascinants, mais très peu connus des Algériens. Alors, c'est l'occasion de développer l'idée et développer la culture, que les Algériens commencent par déjà découvrir leur pays, découvrir à leurs enfants aussi de voyager dans leur pays. Les richesses qu'on a. Et que surtout, vous, en tant que médias, que la télévision ou tous les autres médias, la radio et les journaux, s'y mettent, parce que c'est grâce aux médias, c'est grâce à la communication qu'on peut placer la destination. Parce que les agences de voyage, ils peuvent faire tous les efforts possibles, mais s'il n'y a pas les médias qui sont à l'avant, qui essaient de créer le client, c'est-à-dire à force que tu dis au client, voilà la destination, voilà les documentaires, quand il voit la télévision, il découvre les richesses de son pays. Après, il y a les agences, ils viennent par la suite, voilà, on a... En fait, chaque secteur complémente l'autre. Chaque secteur complémente l'autre, et je dirais c'est les médias qui sont à l'avant, qui doivent être à l'avant. Oui, et ça, le tourisme joue aussi dans le secteur économique. L'Algérie se base surtout sur le pétrole, mais on oublie les autres richesses, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme. Le tourisme peut nous rapporter beaucoup plus que le pétrole, à mon avis. Non, c'est un avis très juste. Ce n'est pas votre avis seulement, c'est l'avis de la réalité, disons. Oui. Parce que le tourisme dans des pays, vous allez en France, vous allez en Espagne, qui sont des pays soi-disant, enfin pas soi-disant, mais sont industrialisés, en Angleterre ou dans d'autres pays d'Asie. Oui. Le secteur, c'est des dizaines de milliards qu'il fait rentrer au pays. Alors que nous, par exemple, en comparaison avec la France, parce que la France, disons, c'est Paris. Oui. C'est là où il y a le plus de destinations. Mais l'Algérie, c'est presque 5 fois la France. En matière d'archéologie, nous sommes le deuxième pays après l'Italie. Oui. On a une côte qui fait 1600 km ou 1200 si on va à vol d'oiseau. Nous avons un désert unique, un Sahara unique. Il n'y a pas plus beau que le désert algérien. Mais le tourisme reste très en recul par rapport à son apport financier. Avoir les richesses qu'on a, c'est... Voilà, donc il peut être soit deuxième, soit troisième secteur économique. Oui. Aussi bien par rapport aux rentrées de devises pour le pays que pour freiner les sorties de devises. Parce que c'est en deux. Si on réduit les touristes qui partent vers l'étranger, donc on gagne des devises ici. Si on fait rentrer des étrangers, on gagne des devises pour le pays. Mais dans la réalité actuelle, malheureusement, le secteur du tourisme, il contribue à faire sortir seulement des devises. C'est vrai. Le problème même en cette pandémie Covid-19, le secteur touristique et même les agences de voyage ont souffert de cette pandémie. Comment vous avez fait face en cette pandémie Covid-19? Ah, là, c'est... les agences de voyage, ce n'est pas qu'ils souffrent, ils sont dans un état, une situation dramatique. Critique. Très critique. C'est plus que critique, c'est dramatique parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins des journées. C'est-à-dire ce qu'ils doivent manger, ils n'arrivent pas à... ce n'est pas uniquement le problème de la pandémie, parce que vous allez à Tamarasset, ce contexte actuel, il existe depuis 10 ans. Ou plus de 10 ans, que la région de la Hagar, il est fermée. Il y a 87 agences. Ils sont en chômage depuis plus de 10 ans.
Et pourquoi Donc ça? imaginez un peu, le coronavirus a fait que ça se répand plus, c'est-à-dire que même tout le pays ou le monde entier, mais ce problème qu'on vit actuellement, les gens de Tamaracet ou de Janet le vivent depuis une dizaine d'années. Ils sont dans une situation, le moins qu'on puisse dire, critique. Oui. Donc maintenant, les solutions, parce que c'est eux qui ont permis à l'Algérie de se placer comme destination Sahara, parce que c'est eux les pionniers qui ont découvert ou qui ont aidé à découvrir ce sublime désert et l'ont fait découvrir au monde. La Jeannette qui est le plus vaste musée au monde, le plus grand musée au monde, oui. Jeannette, avec les gravures rupestres, un paysage lunaire, c'est le plus grand parc culturel aussi au monde. Oui. Donc, mais c'est des gens qui vivent vraiment dans le silence, mais avec une lourdeur de vie très... Maintenant, comment aider ces agences de voyage? Ils méritent, c'est-à-dire c'est un mérite parce qu'ils ont beaucoup donné à ce pays-là, oui. Qu'ils sont actuellement dans cette situation que tout le monde connaît. Il faut trouver, tous les secteurs doivent essayer de trouver des solutions pour que ces gens-là ne partent pas, parce que c'est une perte pour l'Algérie si ces gens-là arrivent au désespoir. Oui. Ils sont déjà dans le désespoir, mais quand même ils maintiennent sur un fil. Madame, oui. Que le fil hadam, mais il ne se coupe pas. Oui, Inch'Allah. Quelles sont les solutions que vous proposez pour ce problème-là? Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, parce qu'il y a des solutions d'ailleurs d'aide directe financière, parce que ces gens-là, ils sont dans la situation que tout le monde connaît. Au moins, les aider à voir un peu la lumière. Après c'est-à-dire qu'il faut penser à ouvrir certaines régions touristiques qui sont fermées. Donc, maintenant, tout le Hogar il est fermé. Il y a une restriction sur la région de Jeannette. Il faut peut-être sécuriser certains itinéraires touristiques pour les autoriser. Au moins qu'il y a 3 ou 4 circuits touristiques qui sont autorisés dans la Hogar. Il y a 3 ou 4 qui sont autorisés dans le Tassili, autant dans la région du Gourara, de Touat et Saoura. C'est-à-dire que pour l'Algérie, d'abord mettre en avant le Sahara, le désert de l'Atlas saharien. Il y a la région de Brizina aussi qui est merveilleuse. Il y a la région de Jelfa, Larouat, Bayad. Il y a des régions sublimes, des richesses incroyables dans ces régions-là. Et ces régions-là, ça sera l'avenir de l'Algérie. Si on veut, j'ai dit que si la Tunisie reçoit 7 milliards, si le Maroc reçoit 11 milliards de dollars, l'Algérie doit prétendre et doit œuvrer pour recevoir 20 milliards ou plus de dollars. Parce que si cette petite région reçoit 11 milliards, il n'y a pas de raison que cette grande région ne reçoit pas au moins le double. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être ambitieux. On va faire 5 milliards ou 3 milliards. Non, pourquoi 5 milliards et 3 milliards? On a les potentialités, on a les hôtels, il y a toujours une problématique. Que certains disent, oh, nous n'avons pas de structure hôtelière. Le nombre de touristes qui venaient en Algérie dans les années 70, les débuts des années 80, en ce moment, on ne le reçoit pas. C'est vrai. Alors qu'on a évolué avec des dizaines d'hôtels, si ce n'est pas des centaines d'hôtels, des milliers de lits qui ont été construits. Maintenant, à chaque coin, on trouve un hôtel. Les gens n'ont pas besoin d'hôtels de 5 étoiles. Il y a cette clientèle de 5 étoiles, mais c'est le 1000 étoiles. Les gens, surtout les trekking. Les trekking en Algérie, c'est le pays
qui offre le plus de possibilités pour le trekking. Et le trekking, il y a le plus de clients dans le monde sur le trekking. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et chaque région s'impose avec ses traditions. Ça, chaque région, donc, comme vous dites, normalement l'Atlas saharien est là sa stratégie touristique. La région des Oasis, c'est là sa stratégie touristique. Et ils se complémentarisent. La région du Tassili, la région de la Haggar, il y a d'autres Tassili, parce qu'on parle toujours de Tassili, Jeannette, mais il y a d'autres Tassili qui sont autour du Haggar. Et il y a le Médir qui n'est pas bien découvert. Il y a des secrets encore en Algérie. Et donc, l'Algérie doit avoir une stratégie et avoir des ambitions d'avoir au moins 6 millions, 7 millions pour un début de touristes, parce qu'ils sont éparpillés dans on parle de plus grand pays d'Afrique. C'est vrai. Et en plus de ça, chaque région a son identité. Voilà, les caractéristiques touristiques spéciales dans toutes les wilayas qu'on a en Algérie. On a le parc de l'Atlas. Et c'est un parc qui fait toute la région de Jelfa, Lagouat, N'Ama, Al-Bayad, etc. et d'autres. Ils n'ont pas vraiment les moyens. C'est l'avenir du tourisme. Si on dit que Tamarasset c'est connu, Jeannette c'est connu, Timimoun c'est connu, Loued c'est connu, mais ces régions-là sont très peu connues. Et le parc, c'est le seul normalement au monde. Pardon? Le parc de Jelfa. Et le parc de Jelfa, اللي نعرفوها احنا من جلفة لا c'est des miettes. Oui, c'est vrai. تبغوا parler داك الجبل تاع الملح ولا la région de Tajrouna ou la région. On connaît pas beaucoup de. Il y a énormément, même la télévision, ce qu'ils font comme reportage, C'est peu. C'est très peu. C'est très peu parce que là-bas, il y a des découvertes. C'est vrai. Il y a des découvertes, vraiment des découvertes. J'allais dire, même les cinéastes, قادرين يديروا des films d'envergure internationale. Il y a Tamakan les dinosaures, le Tassili, c'est l'homme préhistorique. On peut créer des scénarios, des films pour contribuer. Ça se passe partout dans le monde. Il y a un film, mais on fait des passages sur des régions touristiques à travers le film. D'ailleurs, les Turcs راهم يديروها. Les Turcs يقول لك يشوفوا البون يشوفوا ذاك الماكلة وهذيك. C'est vrai, il exploite le lieu à Dakar. C'est à travers le film, c'est à travers le cinéma. On fait découvrir les lieux et les richesses. Donc c'est toute une chaîne, les médias, le cinéma, les influenceurs, tout le monde doit s'y mettre. Mais il y a le marché aussi étranger. Là, c'est une autre problématique parce que il y a les affaires étrangères qui doivent s'y mettre. Oui. Il y a le ministère de la Défense qui fait de son mieux pour protéger, sécuriser le pays. Oui. Il y a tous les autres ministères. Voilà, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. On doit avoir une stratégie commune, oui. Donc en tout cas, on espère que ça change. Ouais, on espère que ce secteur va un petit peu se développer en moins. Merci, Monsieur Chaib, pour ces informations. On a découvert avec vous quelque chose de nouveau. Et on espère que ce secteur va se développer, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. C'est parce que c'est à travers ces contacts et à travers ces émissions qu'on arrive, on essaie de dire aussi aux autorités que le tourisme, oui, il est là. C'est vrai que on ne contribue pas assez, mais si on ne contribue pas assez, parce que les portes ne sont pas ouvertes. Oui. Ouvrez-nous les portes et vous verrez ce qu'on peut faire. Inch'Allah. On va voir ensemble un petit peu les richesses du pays. On passe à la Zaouia Tijania à Guemar. La Zaouia Tijania de Guemar, construite en 1789.
ayant pour mission l'apprentissage du Coran et l'interprétation des textes coraniques et hadiths. Cette zawiya a été fondée en 1204 de l'Hégire, soit en 1789, par le Mokaddem Sidi Mohamed Sassi, qui était le premier mouride et premier Mokaddem de la Tidjaniya dans cette région du Souf, sur ordre bien sûr du cheikh fondateur de la Tidjaniya, Sidi Ahmed Tidjani, qui en 1787 lui a donné donc comme directive de fonder une zawiya à Guémar, et qui de ce fait est la première zawiya tidjaniya dans le monde jusqu'à et même avant celle de Fès et celle de Temassine et de El Mad. L'entrée donne sur une petite cour, entourée d'un mur peint en blanc, symbole de pureté des lieux, avec des salles dont les murs et les plafonds sont bien colorés et décorés. La plupart des formes et figures sont réalisées avec doigté et soin. Les couleurs vont du vert au rouge, couleur vive, attirante du regard. L'œil a juste envie d'admirer, d'apprécier et de contempler le moindre des coins. Cette zawiya, l'activité pour laquelle elle a été fondée, en plus donc des obligations religieuses de la prière communautaire, le fait d'enseigner le Coran bien sûr, comme tout zawiya, aux jeunes et moins jeunes, et de pratiquer les prières surérogatoires propres à la Tidjaniya, qui doivent être faites dans les zawiya pour éviter toute équivoque ou bien avec les autres tariqa ou bien ceux qui n'en ont pas. Et le cheikh a décidé et recommandé de faire le dhikr collectif, qui est une prière collective, de la faire dans les zawiya. La grande salle est actuellement en restauration, dans le strict respect du modèle original, pour que l'édifice retrouve sa beauté et sa place autrefois resplendissante. Le style architectural est donc entre le mauresque et le saharien. C'est une combinaison, puisque beaucoup d'édifices ici ont été pratiquement copiés sur des modèles qui existaient en Tunisie, à Tunis. Et d'autres qui vous rappellent un peu comme les grandes portes romaines, qui sont à l'entrée de certains groupes, certaines parties du complexe, et elles sont d'inspiration romaine. Comme pour associer beauté et divinité, des sourates et hadiths sont peints sur les murs. La visite de ce site, à la fois historique et culturel, est plus que recommandée. C'est la découverte d'un endroit fascinant de par sa beauté et l'importance des zawiya dans la transmission du savoir et l'éveil populaire. Voilà, on a vu ensemble la Zawiya Tidjaniya, un lieu magnifique. Et maintenant avec nous l'artiste Mahiddine Abbas. Bonjour Mahiddine. Bonjour M. Farhat. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Donc نورتنا اليوم. Alhamdulillah. Donc vous êtes artiste, vous êtes artisan, vous êtes étudiant. Parlez-nous un petit peu de vous. Premièrement, merci M. Farhat. Merci à vous. Et pour l'invitation et merci à la télévision algérienne pour nous donner la chance deuxième fois. Je suis Mahiddine Abbas, oui. J'ai 27 ans, je suis un photographe, sculpteur, et monteur aussi, oui. Et musicien. Et aussi peintre. Ah bon? Ah, oui. En fait, comment vous arrivez à exercer toutes ces... Beaucoup. Ça vous prend du temps? Oui. Vous êtes souvent occupé? Bien sûr. Ah bon? Oui. Donc vous jouez, comment ça, concernant la musique, comment ça a commencé? La musique a commencé avec, depuis
2004. Oui. 2004, 2003 presque. C'est dans mon enfance. Oui. Exactement. حبيتها كون نشوفها في التلفزيون. قلت علاش ما نكونش كيما هذوك، علاش ما نبانش في التلفزيون وحاكم instrument, jouer piano comme les autres. Oui. Donc vous jouez déjà plusieurs instruments. Plusieurs instruments, exactement. Chez Oma? Le synthétiseur, piano, la guitare, oud et nouvellement saxophone. Saxophone. Oui. Vous êtes issu déjà d'une famille d'artistes normalement. Le papa déjà c'est un artiste et les deux frères. Mon père est musicien et jouait sur la guitare. Oui. On passait. Oui. Donc c'est bon arrêté. Donc maintenant il a arrêté. Oui. D'accord. Ça fait depuis 2002. 2002. Oui. D'accord. 2002. Vous jouez oui, non. Comment c'est la continuité? Tu as repris. Ah oui. D'accord. Avec mes frères, j'ai deux frères des chanteurs. Des chanteurs. Des chanteurs islamiques. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous jouer un petit peu avec le saxophone? Ok. سمعنا مقطع هكا. Vous avez commencé le saxophone quand est-ce que 2019. 2019. Donc ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans presque. Vous jouez déjà de la guitare et le synthé? Oui, la guitare, c'est bon, elle est arrêtée. Oui. Parce que blessé mon bras. D'accord, vous vous êtes blessé. Oui. Et synthétiseur aujourd'hui, bien sûr. Et quel est l'instrument que vous maîtrisez le plus? Synthétiseur. Synthétiseur. Voilà. D'accord. Travailler des mariages et festivals nationaux et civils. Oui. D'accord. Et le côté de la sculpture? La sculpture a une autre histoire. Toute une histoire. Oui. Vous avez commencé à l'âge de 7 ans normalement. Oui. D'accord. Oui, la sculpture, كنت سامع نروح عند النجار عند المنفجي باش نجيب يسمى لي شوت بعد نسكلتي عليهم. كانت ماما تسمى بريمير سوبرتور بور مو. Oui. تهزهم تحطهم الفوق. Elle vous a encouragé déjà. تحطها الفوق exactement. D'ailleurs, on est en train de voir des images sur le rond-point que vous avez fait في سوق الحجر. هكا. Non, c'est Abdelrahman. C'est Abdelrahman. D'accord. Oui. Deuxième côté de سوق الحجر. D'accord. Ah, le deuxième côté de سوق الحجر. Oui. En tout cas, c'est très très beau ce que vous faites. Oui. Le travail de groupe. Ça vous a pris combien de temps pour le réaliser? 3 mois. 3 mois oui. de travail. Travail, oui. Chaque jour. Chaque jour. C'est quoi les instruments que vous utilisez? Simple instrument. Coton. Oui. Tournevis. Ça dépend. C'est tout. C'est tout. Et vous arrivez à faire ce magnifique travail. Et le côté de l'infographie, motion graphie, quand est-ce que vous avez commencé? Motion graphics, j'ai commencé avec mon collègue et mon frère Hussam Din Aïja. Oui. Depuis 2017 normalement. Voilà. Que déjà شفت vidéo تاعو كان vidéo normal. Hussam Aïja qui travaille avec nous à la station. Oui. Animateur معنا. Exactement. Hussam, on demande Hussam dans le plateau تاعنا.
Allez, il va nous parler un petit peu de vous. Bonjour. Ça va? Hussam, مرحبا بك. Alors, bonjour monsieur Mouhidine. Bon. Oui, ça va. Farhat. Bonjour merci monsieur pour votre Hassan. invitation. Merci à vous. كنت معنا كنت تصور فينا. Bien sûr, كنت نصور. Donc, من بعد شعل له ميكرو برك يا حسام. C'est bon? Oui. بون قلت لك بون نعاود نقول لك ميرسي بور لانفيتاسيون سيتي سوربريز لمحي الدين وي محي الدين سي بون سيربريز باسكو قال لي قبيل قال لي راك جاي معنا انت حتى تدخل معنا قلت له نو مانيش داخل قلت له هكا باش نخليها حسام ديجا حسام سيتي ان انيماتور معنا في لاستاسيون تاع ورقله كوم باغ لقيت باللي بديت مع محي الدين في en 2017. En fait, c'est un. Oui. En fait, c'est un projet que vous avez réalisé, Hussam, au lycée normalement. Oui. On va de Mahidine Chafou. Oui. Les réseaux sociaux. C'est exact. On va de. Regardez un match de l'équipe nationale. L'équipe nationale, oui. Exactement. Normalement, Bouguera. Oui. Il marque un but. نطلع نعيط تقابلنا لقيته قدامك نسيت ديجا لو بيت الي نسيت ديجا لو بيت انت اللي شفتك في la vidéo. En fait, Hussam, vous avez commencé avec des vidéos déjà. في اليوتيوب كنت ندير des commentaires. نو بديت بلي فيديو نقدم ونحطهم في لي ريزو سوسيو. من بعد شغل اللي كنت نخدم معاه اللي هو محمد تاج الدين عزيزي اللي نحييه بالمناسبه حبس شغل حبس الاخر بديت نحوس انا على واحد اخر شغل يعاونني باش نكمل له الاخر الوغ انا كي حبست هكاك هو ديجا شاف لا فيديو تلاقينا في هذيك في الماتش هذاك ما بدات والبيت تاع بوقره البيت تاع بوقره قال لي عجبتني كيفاش شغل الخدمه اللي تخدم فيها راني ماذا بيا حتى انا ندخل في الدومين هذا تاع الميديا وكامل. وي قلت له نو انا كنت ديجا نصور العراس. داكور ان فيت اون فا فوار انصومبل اون فيديو فوالا خدمته ديجا على العقرب. هذايا الخدمه تاعك يا محيدين. وي هذا هو الموشن جرافيكس اللي بدينا فيه. شوف بدينا لي فيديو ساعه من بعد قلنا نديروا شغل معلومات سريعه هكا تاع دقيقه هكا نخدموها بطريقه واحده اخرى. هذه هي الطريقه اللي هي موشن جرافيكس. موشن جرافيكس سي بلو فاسيل بلو رابيد اسمها تكون بيان ريزيستي داكور. وش هي الخدمه هكا اللي اول خدمه جمعتكم مع بعض؟ اول الفيديو تاع تدخين. تدخين فيديو تاع التدخين. احكوا لنا هكا حكايه انكدوت صدرات لكم هكا. حسام يتعبك في الخدمه ولا لا؟ قول صح. انا نتعبو هو يتعبني. انا نتعبو في الفيديو كنا نتعبوا بزاف صح. مو في قول الفيديو الاول فيه 3 مينيت ولا 4 مينيت ريحنا فيه واحد 7-8 سوايع حنا نصوروا فيه. وي عاود ريق القميص حسام سقم روحك. ان فات انا على بالي بحكايه حسام كيغسل وجهه بصابون الطرف. وي احكيها لي هذه حاول نعرفها. غسل وجهه بصابون الطرف دخل صابون في عينه حمارت عينه. يا ودي هو نورمال صور والله ما نصورها. قال لي ما نصورش. حنا كنا نوجدوا لها ديجا عندنا بزاف حنا نوجدوا. انا اللي خلاص الخدمه انا اللي الخدمه. انت واش بدك تتصل صابون الطرف؟ ما كاينش ماكياج هذاك ما كاينش ماكياج يلاه باش يبان وجهك صافي. لا سي بون صابون صافا ماشي اومو ماشي لا ماشي اومو صابون تاع حجره صافا صافي تولي كي شغل تيسو. هذيك ربع ساعه مع السخانه. خلاص دونك لو ترافاي ا ايتي انولي هكا. انا لي سي بون نهار هذاك. واش هي نروح مقلقين وهذا يقول لي واش بدك تغسل وجهك بصابون الطرف. سيتي كوا لو سوجي؟ تدخين بعد تدخين ماشي تدخين مو حتى هذا نورمالمون 3 فيديو تاع اللغه العربيه ولا اللغه نو مقروئيه اخي درنا مقروئيه درنا بارتي ستوديو بارتي تيرا. داكور. حسام واش تقدر تقول لنا هكا كلمه خفيفه هكا باش نختموا على محي الدين؟ محي الدين بون محي الدين بون هو صاحبي اللي لقيته فريمون في وقت كنت محتاج واحد يدفعني للامام خاصه في مجال الاعلام. انا كنت محتاج واحد يقول لي غير يقول لي برافو يعطيك الصحه وكمل وكذا. محي الدين ماشي خلينا من الجانب المعنوي هذا. داكور. محي الدين عاوني كلش عنده
ماليا معنويا جسديا. Donc c'est une personne qui vous a encouragé. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل محي الدين راني منشط معكم هنا في التلفزيون. هذا شرف لينا حنايا. وشرف ليا كبير باسكو محي الدين راه معايا صافي بليزير. ربي يحفظك. حسام قال لي صوتك شباب. دونك حنختموا بان كابيلا من عندك. قلت له شويه حوايج عليك ومازال ما جبدهمش برك. فوالا ان كابيلا عليك نتايا معك نتايا وحسام سي ان كونساي كو جو في فو دوني ما تزيدش تغسل وجهك بصابون الطرف. فوالا اوكي بشرط حسام ثاني يجيب لي تعليق صوتي. حسام هذه خلينا نخلوها une autre émission. D'accord parce que on est un petit peu pris par le temps. D'accord حنختموا ب كابيلا من عندك. اوكي ومن بعد خاصنا دقيقة. يلا vous êtes prêts؟ oui. D'accord. أحيي في نفوس ذكرى سلام هادي الأمين نور سلام وأدع في الكون بشرى بالنبي بدري تمام بالنبي بدري تمام بالنبي بدري تمام يا رسول الله طهرا وضياء العالمين يا رسول الله طهرا وضياء العالمين من بنورك تأثر من بنورك تأثر ينبغي نحو المرام ينبغي نحو المرام ينبغي نحو المرام. يعطيك الصحة محي الدين. يعطيك الصحة Hussam. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Je remercie les caméramans, l'équipe de la régie, notre réalisateur Faisal Lavar et notre script Mariam Kharfi. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres émissions de Brise d'été depuis la station régionale de Ouargla. Et on vous laisse avec cette chanson.